Vous vous demandez comment font les pros pour sonner aussi large et fat. Vous avez tendance à tout le temps utiliser des élargisseurs comme Imager, d'Ozone, vous poussez vos sources, vous élargissez tout le temps. Mais malgré ça, quand vous comparez à vos artistes préférés ou à des tracks du commerce, il manque toujours quelque chose. Vous n'avez toujours pas cette sensation de largeur. Spoiler alerte, vous pouvez tout de suite arrêter d'utiliser des élargisseurs. Vous faites fausse route, ce n'est pas comme ça qu'on crée de la vraie stéréo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la méthode simple en 3 étapes pour créer de la vraie stéréo, large, propre et 100% monocompatible. Avant qu'on commence, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter, c'est 100% gratuit, c'est moi-même qui l'écris. Vous recevrez des tips quotidiens sur le mixage, le mastering, la production, le sound design. Je donne plein d'infos, c'est vraiment une sorte de newsletter où j'échange comme ça des tips, des tricks quotidiens, des choses que je fais au studio, etc. Donc c'est vraiment exclusif. En plus de ça, vous recevrez 300 presets sérum haut de gamme plus une formation 100% gratuite. Tous les liens sont dans la description. Alors l'étape 1, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on a un son stéréo. Faut bien différencier ce qui est stéréo de mono, je vais vous expliquer très simplement. Parce que gardez bien en tête un truc, c'est que quoi qu'il arrive, on a 2 canaux. On a L et on a R, gauche-droite. Donc en fait, dans tous les cas, on a toujours 2 canaux. Donc sortez-vous de la tête quand on parle de mono stéréo que mono c'est un canal. Là, certes c'est vrai à la base, mais quand on parle de sound design, de mix, etc. Au final, on mixe toujours sur 2 canaux. Donc en fait, ce qu'on appelle très simplement un son mono, c'est par exemple ça. C'est un son où la waveform est exactement pareille entre gauche et droite. C'est-à-dire qu'on a exactement le même contenu entre gauche et droite. Basta. Ça, c'est ce qu'on appelle un son mono. Ici, je vous ai ouvert 3 trucs. Il y a donc Serum, on va faire des sons, je vais vous montrer comment faire de la vraie stéréo. Ici, on a ce qu'on appelle un vector scope, c'est-à-dire qu'on peut voir concrètement la stéréo, entre guillemets. Donc, quand on a un signal mono, comme ici, on a une ligne toute droite, ce qui veut dire que la corrélation est exactement la même entre gauche-droite. Donc ici, regardez, on est sur le plus 1. Ok, on est full plus, ce qui veut dire qu'on a exactement la même corrélation de gauche et droite, la même corrélation. Il n'y a pas d'autre mot, le mot juste c'est corrélation. Donc, ok, mono est égal une ligne droite, pour faire simple. Et quand on commence à faire de la stéréo, regardez bien si par exemple je fais ça. Et que là on dirait une jolie fleur. Concrètement, ce qu'on voit ici, c'est la stéréo, c'est les différences entre gauche et droite. Et du coup, on voit notre correlation meter, qui est cette barre-là, qui bouge et qui va même dans le négatif. Donc en fait, concrètement, pour faire simple, quand on est full plus 1, comme là, full mono, et maintenant, si on veut faire du full moins 1, par exemple, donc du à l'inverse, complètement décorrélé, il y a un moyen très simple de faire ça, c'est par exemple de mettre un deuxième oscillo. Alors notez ici, les phases, je les mets à 0. Le random phase, je le mets à 0. Je veux qu'à chaque fois qu'on ait la même phase entre gauche et droite, je vais en panner un à gauche, un à droite. Et ce qu'on va faire, c'est inverser la phase entre gauche et droite. Donc on a 2 fois le même signal, une fois sur L, une fois sur R, mais d'un des 2 côtés, on l'inverse en phase. Okay, donc pour faire ça, j'ai qu'à simplement ici mettre un des côtés avec une phase à 0 et l'autre qui est à 180. Et là, maintenant, je vais avoir un full négatif. Ok, donc là, vous voyez, ça, en fait, clairement, ça nous indique un truc, c'est que Serum ne nous fait pas une inversion de phase complète. Il y a un problème à ce niveau-là. Parce que la preuve en est que si je reprends un seul oscillateur, je le remets à 0, d'accord ? Donc je cut l'autre. La phase ici apporte peu. Et maintenant, ici, j'ai un utilitaire. Sur ma piste, j'inverse la phase d'un des côtés. Regardez. Là, on a bien un full hors phase, entre guillemets. Et on voit que, à contrario du full mono, on a une ligne full horizontale. Et du coup, on a une corrélation totalement négative. Ok ? Donc voilà, pour que vous compreniez ce qui se passe ici, la différence extrême entre full mono et full décorrélé, si vous voulez. La première chose que je veux vraiment que vous compreniez, c'est que ce qui crée de la stéréo, c'est des différences entre canal gauche, canal droite. Aussi simple que ça, dès le moment où vous créez des différences entre 2 canaux, ça va créer de la stéréo d'une manière ou d'une autre. Donc on reprend notre exemple ici. On a toujours nos 2 oscillos qui sont full panés gauche-droite. On les remet les 2 en phase 0. Donc là, on a quelque chose de mono. Ok, normal, juste mettre un peu moins fort.
Et maintenant, si on engendre n'importe quelle différence, en fait, on va créer de la stéréo. Donc, quand on parle de différence, attention, est-ce que de créer des différences de niveau, ça crée de la stéréo? Oui et non. Là, pour le coup, en fait, vous voyez qu'on panne, hein, c'est exactement la même chose que panner. Là, c'est comme si on changeait la balance, on change le niveau entre gauche et droite, tout simplement. Est-ce que ça crée vraiment de la stéréo? Pour ainsi dire, pas réellement. Techniquement, oui, parce qu'on a une différence entre gauche et droite, mais en réalité, c'est ni plus ni moins qu'un signal mono qui est panné, quoi. Ok, quand on parle de créer des différences, ben vous avez compris, quand on parle de M et de S, hein, sum et difference, et ben c'est ça, c'est créer du S, c'est créer des différences de waveform, entre guillemets, entre gauche et droite. Donc maintenant, si je crée n'importe quelle différence autre que du simple volume, une différence pourrait être la phase. Simplement commencer avec une phase qui n'est pas identique à gauche et à droite. Alors je pourrais mettre un random d'un des deux côtés. Là, vous voyez, ce qui se passe, c'est que du coup, on a de la stéréo. Mais on a de la stéréo qui, pour le coup, n'est pas réellement monocompatible. Pourquoi? Parce que les différences de phase, tout ce qui est à différence de temps ou de phase, théoriquement, va pas être super monocompatible. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va y avoir des annulations des successions. Si maintenant je mets ça en mono, vous voyez, on a un effet de phase. On entend que ça phase un petit peu à chaque fois de manière différente. Et ça va être d'autant plus audible si on fait des notes qui sont plus graves, si on a des longueurs d'onde plus grandes. Vous voyez que là, pour le coup, ça phase vraiment. Et c'est pas vraiment joli. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que de créer des différences, ça crée de la stéréo. Première chose, on peut créer toutes sortes de différences. On peut créer des différences de temps, comme un as effect. C'est en réalité ni plus ni moins qu'une différence de temps. On delay légèrement côté gauche et côté droit. Le as effect, typiquement, c'est une manière de faire de la stéréo qui est susceptible de très mal sonner si on convertit en mono. Pourquoi? Parce que ça va créer des comb filters. De prendre deux fois la même source, de la délayer dans le temps, ça crée un comb filter quand on remet ça en mono. Donc, un effet de phase qui est vraiment audible. Donc, c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc, le premier truc qu'il faut que vous compreniez, c'est ça. C'est on crée des différences. Étape 1, créer des différences. Maintenant, quelle différence on va créer? C'est ça qui va vraiment impacter la monocompatibilité derrière, si vous voulez. Donc, on pourrait créer des différences aussi de waveform. Mais attention, suivant les waveforms que vous créez, ça va créer aussi des relations de phase différentes. Je vous donne un exemple. On va prendre ici... on va garder à côté gauche disons une dent de scie. Ok. On va enlever les phases random. On va plus jouer avec la phase. Cette fois-ci, on va jouer juste avec, par exemple, le type de waveform. Et si, par exemple, je fais ça. Ok. Vous voyez que, pour le coup, je me retrouve avec quelque chose qui est stéréo. Qui est bien stéréo en vrai, hein, même, on va dire, et qui pour autant est beaucoup plus monocompatible. Maintenant, je vais juste me mettre en mono ici, ce sera plus joli. Maintenant, quand je mets ça en mono, ok, la différence, c'est que je perds un tout petit peu de niveau, bien sûr, mais ça, pour le coup, vous allez vite comprendre que c'est assez inévitable en réalité. Il faut comprendre un truc, c'est que la vraie full 100% monocompatibilité n'existe pas. Ça, on va y venir après, mais voilà, par définition, créer des différences, c'est créer du S. Hein, et le S, et par définition, ne va pas se convertir à 100% en mono, pour faire simple, pour un petit peu vulgariser le truc. D'accord? Mais par exemple, faire ce genre de truc, vous voyez que pour le coup, c'est très, on a créé de la stéréo, et ça, c'est très monocompatible, beaucoup plus que jouer avec de la phase. Ok? Et pourquoi? Parce que c'est aussi très prévisible, c'est fixe. À chaque note, on a la même chose. Alors après, on pourrait jouer, j'en sais rien, avec des choses qui bougent la waveform, par exemple un sync ou n'importe quel mode de warp. Ok, ça c'est peut-être pas assez extrême, mais... Ok, ce genre de truc, pourquoi pas? Donc on pourrait faire une modulation. Et si on écoute ça en mono,
voyez qu'on a toujours la modulation, mais elle se convertit très bien en mono. Donc, il faut checker les différences que vous faites. Faites attention aux différences que vous créez entre vos sons et c'est cette manière-là que vous pourrez faire des choses plus ou moins monocompatibles. C'est vraiment le trick, c'est le secret. Hein. Après, ici, je fais des trucs très simples. On peut faire des changements de waveform, on peut jouer avec du warp, on peut aussi détuner, mais attention, le détune. Hein. Regardez, qu'est-ce qui se passe si je reprends deux dents de scie. J'enlève ça. Si je détune l'une des deux, bien entendu que ça crée la stéréo. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que là, je crée des différences en réalité de longueur d'onde. C'est-à-dire que d'un côté, hein, j'ai une certaine longueur d'onde, et vu que l'autre côté, j'ai pitché légèrement plus haut, j'ai une longueur d'onde qui est légèrement plus petite. Et le fait de remélanger les deux, eh ben, c'est quelque part une succession de sommations et d'annulations de phase. Et c'est ce qui fait que ça passe comme ça de temps en temps en dessous du zéro et que ça, entre guillemets, ça module naturellement. Hein. Est-ce que ça, c'est vraiment bien monocompatible? Bah regardez, si je mets ça en mono, ce qui va se passer, c'est que le plus je pars dans le moins, le plus en fait ça va baisser le volume, tout simplement. Le plus je vais perdre en niveau. Vous voyez, du coup, cette modulation qu'on avait là en stéréo, eh ben, elle se retrouve en perte de niveau ici quand on est en mono. Donc, c'est, on va dire, moins monocompatible les différences de pitch. Pourquoi? Parce qu'on a un léger effet de phase. Hein. À chaque fois, le plus on part dans le négatif, le plus on décorrèle notre signal. Se met en mono, le plus, en fait, ça phase et on perd en volume. Et c'est moins joli en mono. D'accord? Pourquoi? Parce que à nouveau, en fait, ça touche, c'est quelque part, c'est une différence de temps et de phase de nouveau parce qu'on change la longueur d'onde entre deux signaux identiques. Ok? Donc, faites attention, bien sûr, les différences de pitch. Parce que le gros classique, quand vous créez de la stéréo, ce que font la plupart des plugins en réalité, Stereoizer et compagnie, c'est ça, c'est des différences de temps. Ça va impliquer des délais en gauche et droite, etc. Et des différences de pitch. Okay, c'est les deux gros trucs. La plupart des doubleurs, etc. font ça, quoi. En gros, dans les grandes lignes. Et alors, certes, ça crée de la stéréo. C'est très joli en stéréo. Par contre, en mono, faut se méfier. Ok, faut se méfier dans le sens, faut checker parce que c'est moins joli. Ça sonne moins bien en mono. On va perdre plus de choses en mono. D'accord? Donc, si on veut vraiment passer et faire des sons très stéréo qui soient le plus joli possible, parce que c'est aussi un esthétique, entre guillemets. Comment sonne votre son quand il est converti en mono? Eh ben, il faut plutôt essayer de partir sur des différences concrètement de son et moins essayer d'éviter les différences de temps et de phase. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que les différences, peu importe en fait ce que vous faites, vous allez plus ou moins toujours amener des différences de phase. Parce que même si, admettons, j'en sais rien, on resterait comme ça, puis on viendrait d'un côté, puis on irait, je sais pas moi, je me mets vraiment en zéro. Je viens vraiment dessiner des choses comme ça pour vraiment avoir deux signaux différents, quoi. D'un côté, j'ai ça, d'accord? Et de l'autre côté, on va faire un truc un peu similaire, je sais pas, j'ai ça, mettons. Okay, voilà. Donc j'ai vraiment deux signaux qui sont différents. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va y avoir quand même une certaine interaction de phase. C'est-à-dire, par exemple, ce petit moment-là où je viens comme ça à zéro, ben, en réalité, ça va venir interférer avec ce moment qui est là, qui est plus haut. Donc il va y avoir, vous voyez ce que je veux dire? Si maintenant je mettais hors phase cette waveform par rapport à celle-là, globalement, hein, si vraiment je l'inversais à l'envers, si ça devenait dépression, ben j'aurais des grosses annulations de phase quand je sommerais ça en mono. Donc pour autant, je jouerais pas, enfin du coup j'aurais joué avec la phase. Vous voyez ce que j'ai? Donc il faut vraiment faire gaffe. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les relations de phase sont inévitables en fait. Quoi qu'il arrive, en fait, la sommation mono, déjà, qu'est-ce que c'est? Il faut vraiment comprendre ce que c'est. La sommation mono, c'est vraiment très 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 simple. Par définition, le stéréo, c'est le canal gauche qui est pané à gauche va que à gauche. Le canal droit qui est pané à droite va que à droite. Okay, si on veut sommer ça en mono, ce qu'on va faire, c'est tout simple. On va prendre le canal gauche, mais cette fois-ci, on ne va pas l'envoyer que à gauche, on va l'envoyer à gauche et à droite. Et on va prendre le canal droite, et on va l'envoyer pas que à droite, mais à droite et à gauche. Et ça, concrètement, ça fait une sommation mono. C'est-à-dire que ce qui était différent de gauche et droite, on rebalance de l'autre côté. Et du coup, ça nous fait une sommation mono, tout simplement. Ok, donc c'est très très simple, une sommation mono. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en vrai, une sommation mono, c'est prendre le côté gauche, le côté droit, et mettre ça ensemble. Et du coup, là, on a une addition qui se fait.
et donc tous les phénomènes de phase, soustraction, addition, etc. qui vont s'appliquer. Voilà pourquoi certains trucs sont plus ou moins monocompatibles tout simplement. Donc maintenant on pourrait écouter ça. Ça, vous voyez que c'est intéressant ce genre de waveform. Pourquoi? Parce que c'est stéréo, mais en termes de corrélation, ça reste quand même très proche, d'accord? Donc ça, en mono, ça risque de bien sonner, quoi. Ok? Vous voyez qu'ici, on est un petit peu décentré, on est un peu plus à droite, donc pour ça, on pourrait baisser légèrement le côté droit. Ok, vous voyez que ça reste très monocompatible. Ici, c'est des sons de basse, bien entendu. Donc, aussi, une chose qu'il faut tenir compte, c'est que le plus on joue des fréquences basses, donc qui ont des longueurs d'onde grandes, le plus on va avoir des annulations importantes quand on somme ça en mono. Donc, quand vous faites des sound design, peu importe de basse, eh ben, il va falloir faire encore plus gaffe à la corrélation, etc. Maintenant, quand on fait des sons qui sont beaucoup plus aigus, si par exemple... je sais pas, on faisait vraiment un super saut bien plus aigu. Et entre la version mono et la version stéréo, certes, en mono, on perd énormément en volume, hein, si on regarde le niveau là. On est moins fort, bien sûr, en mono, mais en termes de son, ça passe beaucoup mieux. C'est-à-dire que le son, même converti en mono, sonne quand même très identique à la version stéréo. On n'a pas vraiment l'impression d'avoir des trucs un peu phasey comme ça. On perd énormément en volume par contre, ok? Donc, bien sûr, il faut tenir compte de ça aussi. Suivant la fréquence à laquelle vous faites et vous jouez vos sons, les annulations vont être plus ou moins importantes. Plus on est grave, plus on a des grandes longueurs d'onde, plus les annulations peuvent être audibles et importantes. Et plus on est aigu, plus on peut se permettre des changements de phase, de pitch, etc. quoi. Donc en gros, là, l'unisson, hein, ce que ça fait, c'est vraiment ça. Hein. C'est des phases différentes à chaque voicing. Donc j'ai plein de signaux dupliqués qui ont toutes des phases différentes à chaque fois que je fais une note et qui sont toutes détunées les unes par rapport aux autres. Donc ça, concrètement, en fait, le mode unisson, c'est un petit peu les deux trucs les moins monocompatibles, entre guillemets. Différence de phase, différence de pitch, donc. Hein, et donc, voilà, corrélation très différente. Donc si ça, maintenant, hein, on venait dans les basses. C'est quand même moins joli en mono, on perd beaucoup plus, on a quand même l'impression d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus modifié, si vous voulez, en mono. L'étape 2, les amis, c'est la monocompatibilité. Première question qu'on pourrait se poser, c'est faut-il être monocompatible? C'est une grande question, tout le monde pose cette question partout, vous trouverez 1001 avis là-dessus. Certaines personnes vont vous dire il faut être 100% monocompatible, d'autres vont dire on s'en fout, on est en stéréo aujourd'hui, plus personne diffuse en mono, etc. Donc alors mon avis, il est un peu entre les deux, c'est-à-dire que concrètement, si votre musique finit sur des plateformes de streaming, enfin sur des plateformes standards, concrètement, c'est pas ultra important comment ça sonne en mono. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins vraiment d'endroits où ça diffuse en mono, ça c'est certain. Je veux dire, même les petites enceintes Bluetooth, les smartphones, etc., maintenant sont tous en stéréo, pour la plupart en tout cas. Il peut y avoir de rares cas dans des diffusions à grand espace, par exemple, un supermarché, un grand hangar, centre commercial, etc., où en fait c'est plein d'enceintes chaînées en série, où là, oui, certes, c'est diffusé en mono, mais c'est en vrai, franchement, le seul vrai cas de figure. Il peut y avoir encore des vieux clubs explosés où il y a encore des sonos mono, mais franchement, même des clubs dignes de ce nom, la plupart du temps, diffusent en stéréo, hein, pas en mono. Donc, c'est pas tant un sujet. Maintenant, le vrai sujet, c'est les subs, les basses. Pourquoi? Parce que, pour le coup, dans la plupart des systèmes, en tout cas dans les systèmes de diffusion, genre sono, club, festival, etc., beaucoup diffusent les subs en mono. C'est-à-dire qu'ils divisent en fait ce qui part dans les têtes et ce qui part dans les subs. Ils gèrent ça de deux manières, enfin, avec deux signaux, si vous voulez. Et le signal des subs, lui, va être balancé en mono souvent. C'est rare d'avoir des stacks de subs en stéréo. En club, en sono, etc., franchement, j'ai jamais vu ça. Donc, dans ces cas-là, en fait, il faut s'assurer un truc, c'est que la partie des subs dans son mix sonne bien. Maintenant, si on fait, je vous donne un exemple, une basse comme ça,
Donc si, admettons, comme en fait beaucoup de gens font, hein. Si on fait, alors on va enlever l'unisson, ce qu'on va faire c'est ça. OK, on fait. Je vais juste, hop, mettre en mono. Admettons, on fait une basse comme ça. OK, simple basse. Je fais vraiment un truc très classique, mais qu'on retrouve dans énormément de genres, où ça va être des variations de ça, mais en gros, dents de scie carré qui est filtré, hein, c'est le truc super classique. OK? Donc c'est super. Mais maintenant, ce que font beaucoup les gens, c'est ça. OK? Ce genre de truc. Donc dans les grandes lignes, ça, je retrouve ça très souvent chez les gens que je coach, chez mes étudiants, dans vraiment beaucoup, beaucoup d'endroits. Et le truc, c'est que ça, par définition, c'est vraiment explosé en termes de monocompatibilité. Là, cette source-là contient les subs, et ça, pour le coup, si je convertis en mono, hein. Vous voyez qu'il n'y a pas une note que je joue qui joue au même niveau. C'est ultra instable en termes de niveau. Pourquoi? Parce que, en fait, là, si vous regardez, dès le moment où ça part comme ça, en dessous du zéro en négatif, là, ça commence à s'annuler. Et donc, ce qui est corrélé négatif à 100%, ça s'annule à 100%, hein, en conversion mono. Donc, en fait, le plus on s'approche du moins, le plus on s'annule en mono. Donc, dans les basses, on veut absolument pas ça. Vraiment, hein. OK, vous voyez, tous ces moments où ça part vraiment loin dans le négatif, ça, en vrai, en sommation mono, ça c'est égal à baisse de niveau drastique et voire annulation complète. Donc en fait, on veut éviter ça. Donc quand on fait des basses, le truc qu'on voudrait, c'est vraiment avoir le sub, OK, de ce son qui soit vraiment full stable mono, et peut-être le reste, des harmoniques qui, elles, peuvent être élargies comme ça, parce que cet effet est cool en vrai, hein. C'est cet effet un peu wide comme ça, chorus, qui est cool, qui est très classique, qu'on entend beaucoup. Donc quand on fait ça, la bonne manière de faire ça, de gérer ça dans vos synthés, c'est de séparer tout simplement la fondamentale du reste. Donc pour ça, ce qu'on peut faire, c'est enlever la fondamentale ici. Alors je sais, certains d'entre vous vont me dire on peut pas faire ça dans tous les synthés, et non, malheureusement on peut pas faire ça dans tous les synthés. Il y a d'autres techniques avec des filtres à séparer, à faire du layering, etc. Mais dans l'idée, si vous utilisez des synthés un peu modernes, que ce soit Pigment, que ce soit Serum, que ce soit beaucoup d'autres synthés même modernes, vous pouvez faire ça, vous avez accès aux harmoniques. Donc on enlève la fondamentale. Donc on a le même effet, bien sûr, hein, ça change rien, hein. On est toujours à ce niveau-là très large, on part de temps en temps un petit peu en négatif, mais maintenant le trick, c'est de créer une sub, en fait, une sine qui va remplacer cette fondamentale, et elle, on va pas la faire aller dans le filtre déjà. Donc on va la mettre à bonne octave. Oups. OK. Et après, si on veut, on peut lui donner la même forme qu'on a donnée au filtre. Donc si on n'écoute que notre sub, on a vraiment un sub full mono compatible, pas de souci. Et enfin, qui est mono, hein, donc c'est même pas qu'il est mono compatible, c'est qu'il est mono. Et pour le coup, on a le reste. On a quand même les harmoniques qui, elles, se baladent, etc. parce qu'on les déphase, on les détune, etc. Donc voilà, donc ça c'est une manière de régler ce problème. On va pas toutes les regarder, ce serait beaucoup trop long de faire ça dans cette vidéo. Mais si vous faites attention à ça et que vous avez simplement ça en tête quand vous bossez sur vos basses, de manière générale, tout ce qui contient les subs, les fréquences les plus basses de votre track, vous serez OK. Et pour moi, la monocompatibilité, c'est spécifiquement à ça qu'il faut faire attention. Le reste, beaucoup moins. Les gars, on s'arrête 30 secondes. Si vous voulez plus de contenu sur comment faire des choses larges, mais monocompatibles, c'est un petit peu la chose sur laquelle tout le monde galère. Vous commentez mono dans les commentaires. Je saurais qu'il y a de l'intérêt là autour. Et s'il y a assez de gens qui commentent, eh ben, je vous ferai du contenu là-dessus en vous révélant des tricks un petit peu spéciaux sur comment vraiment faire des sources super larges mais qui restent monocompatibles. Concrètement, il faut faire gaffe, il faut checker en mono votre mix de temps en temps, et vous voulez, pour faire simple, que vos éléments les plus importants de votre track, donc concrètement kick, basse, clap, snare, voilà, les éléments rythmiques les plus importants
ne perdent pas trop, se traduisent vraiment bien en mono. Idem, par exemple, pour votre vocal lead, votre synthé lead, peu importe les éléments les plus importants. Vous voulez en fait concrètement que votre mix ne change pas trop, le moins possible en mono, par rapport à leurs éléments importants. Donc, ok, vous voulez garder la vibe, la cohérence globale de votre mix en mono. Maintenant, si vous avez d'autres éléments que vous perdez drastiquement dessus en volume, comme des FX, peu importe, enfin, tout plein de trucs qui sont en gros des fioritures qui sont moins importants dans le morceau, est-ce que c'est grave? Non, je pense pas, quoi. Ok. Donc, voilà pour la monocompatibilité. Aujourd'hui, il faut faire gaffe dans les grandes lignes à vos subs. Faites gaffe que vos subs, eux, soit bien centré. Et attention, s'il vous plaît, ne faites pas l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut créer la stéréo au bon endroit dès le début et ne pas aller derrière, mettre un élargisseur pour resserrer les subs. Parce que ça n'a aucun sens. Je vous la refais en 2-2. Si ici, on enlève le sub, ok, on remet notre fondamentale ici, plus ou moins comme elle était, ok, et que j'enlève le sub, ok, ça c'est mon son de basse. Si maintenant je viens là, je dis ok, très bien, c'est pas un problème, je mets mes subs en mono. Vous n'avez absolument pas réglé le problème. Là, vous faites que mettre cette zone-là en mono, ok. Et du coup, ici, vous allez créer la même incohérence que je vous montrais quand on faisait l'ensemble du son en mono, mais que dans les subs. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir certaines parties de votre sub qui vont s'annuler totalement, etc. Vous n'avez pas réglé le problème, d'accord? Notez bien que la stéréo, ça c'est vraiment le truc le plus important, je pense, à retenir de cette vidéo, se crée au sound design, au choix de son, à l'enregistrement, en gros dans la prod. Ça, la stéréo ne se décide pas au mix. La stéréo ne se gère pas au mix, au master. La stéréo se crée dès le début quand vous façonnez vos sons. C'est des choix que vous devez tout de suite faire. Et après, au mix, vous allez pouvoir peaufiner cette stéréo, gérer cette stéréo. Mais ce n'est pas au mixage qu'on crée la stéréo. Ok, vraiment, c'est ultra important. Je vois trop de personnes faire cette erreur. Et c'est pour ça qu'après, les gens se mettent à élargir comme des sagouins des trucs qui n'ont pas lieu d'être, en fait. Parce que si vous élargissez quelque chose qui, à la base, est faux en stéréo, mais en fait, vous allez potentiellement augmenter les problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous élargissez ça, ben, en gros, vous élargissez, vous rajoutez la corrélation négative. Donc, potentiellement, en mono, vous faites des creux, vous faites des atténuations de volume encore plus grandes. Donc vraiment, je n'insisterai jamais assez là-dessus. Faites votre stéréo dès le début, faites-la en créant des différences entre gauche et droite et faites attention à tout ce qui est sub-basse. Gérez bien ça pour être sûr que votre sub et votre basse soient parfaitement corrélés. Et de cette manière-là, quand on convertira en mono, les subs ne vont pas bouger. Vous n'allez pas perdre en impact dans les subs. Par contre, le reste va peut-être un petit peu bouger, mais ça, c'est moins grave. Ok? Voilà pour faire simple. Si vous aimez les vidéos que je vous fais toutes les semaines gratuitement sur YouTube et que vous voulez soutenir tout ça, en plus, en vous formant, que ce soit en mixage, mastering, production, sound design, vous avez tout un tas de formations à disposition avec lesquelles vous pourrez faire d'énormes progrès rapidement. J'ai des milliers d'étudiants satisfaits qui font de vrais progrès, qui vont vraiment plus loin dans leur prod. Certains même ont réussi à signer grâce à mes formations. Si vous voulez soutenir tout ça tout en vous formant avec de vrais programmes structurés, accéder aussi à une vraie communauté privée sur Discord où vous pourrez échanger avec des centaines, voire maintenant des milliers de producteurs passionnés comme vous, gagner littéralement des mois et des mois d'apprentissage parce que vous aurez tout réuni au même endroit sur les topics choisis. Il y a pour tous les niveaux, de débutants à avancés. Donc si tout ça, ça vous intéresse, si vous voulez soutenir en même temps toutes ces vidéos, je vous mets tous les liens dans la description. La troisième étape, les amis, c'est vraiment une des plus importantes, c'est que si vous voulez sonner large, vous devez avoir des contrastes dans vos sons. Ça, c'est l'erreur la plus classique que je vois chez beaucoup de mes clients et aussi beaucoup de gens que je coach, c'est qu'ils élargissent tout. Okay, tout est ultra élargi. Et le problème, c'est que derrière, en fait, on n'a plus l'impression que c'est large. La seule chose que ça a créé, c'est une sorte de brouhaha imprécis. Parce que d'élargir un truc, de faire quelque chose qui soit très wide, c'est génial. Mais en même temps, le downside de ça, l'effet secondaire, c'est que ça crée en fait un côté moins précis. Hein. Quelque chose qui est mono, déjà, c'est beaucoup plus punchy. On a beaucoup plus de punch sur un élément mono. Donc ça, pour les drums, c'est pareil. Si vous faites, j'en sais rien, un clap qui est super large, certes, ça peut être cool, mais il sera jamais autant punchy qu'un clap mono qui frappe bien. Ok ?
C'est pour ça aussi que les kicks, on va pas s'amuser à élargir des kicks. Généralement, on va faire des kicks super stéréo. Bien que ça se fasse, on peut faire des clics légèrement stéréo, etc. Mais dans les grandes lignes, pas trop. Pourquoi? Parce qu'on veut un maximum d'impact. Hein. Et aussi en termes de localisation, quelque chose qui est mono se localise très précisément, alors quelque chose qui est large, en fait, on a de la peine à le localiser. Ça vient un peu de partout à la fois. Donc, si vous élargissez tout, vous perdez totalement en précision et vous vous retrouvez avec un espèce de brouhaha ultra large comme ça, une sorte de nuage de son. Et tout est diffus, tout vient de partout et rien n'est précis. Donc ça, c'est une énorme erreur, ne faites pas ça. Si vous voulez vraiment sonner très large, il faut des éléments très serrés, full mono, et il faut des éléments très larges. Il faut donc créer du contraste. C'est vraiment la clé. Pourquoi? Parce que si tout est large, en fait, plus rien ne paraît large. Notre cerveau n'a pas un autre élément pour faire la diff et pour créer un contraste. Si, au contraire, vous avez des éléments très centrés, très précis en mono et d'autres très larges qui viennent de partout, et ben ça va nous paraître d'autant plus large, tout simplement parce que notre cerveau, en fait, il va capter la diff, il va percevoir des trucs très précis, très mono, et il va percevoir tout le reste qui est très large, et du coup, ça nous paraître encore plus large, tout simplement. C'est le gros truc des contrastes, ça a lieu avec tous les phénomènes dans le son, hein, c'est pareil pour la profondeur, c'est pareil pour la stéréo, c'est pareil pour le côté spectral, etc. Il nous faut des contrastes. Mais en stéréo, c'est d'autant plus vrai. Et donc, vous avez des vraies décisions à prendre, des vrais choix à faire. C'est-à-dire choisir que certains éléments vont être full mono. Par full mono, encore une fois, ça ne veut pas dire forcément centré. On peut avoir quelque chose qui est full mono, mais qui est légèrement pané. Hein. Ok, on est d'accord. Mais vous allez devoir avoir des éléments mono placés précis et choisir de créer d'autres éléments qui soient très larges. Et aussi des entre-deux. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux extrêmes. Vous pouvez faire toutes les variations qu'il y a entre le full mono et le super large. D'accord? Mais faites des choix et ces choix-là, en fait, vous devez les faire à la prod. Vraiment, littéralement. Vous devez choisir dès le début tel élément va être centré ou pas, tel élément va être mono ou pas, et créer quelque chose qui soit cohérent, hein, créer quelque chose qui soit balancé entre certains éléments mono et d'autres larges. Okay, c'est super important de faire ça si vous voulez vraiment sonner large. La clé, elle est là. Hein. Donc, voilà les 3 étapes, les amis. La première étape, c'est comprendre que la stéréo, c'est des différences entre gauche et droite. Comprendre que la partie sub-basse, c'est la plus sensible et c'est la partie à laquelle il faut faire le plus gaffe en termes de monocompatibilité. Et comprendre qu'il faut faire clairement des contrastes entre des choses mono et des choses très larges. De cette manière-là, c'est là que vous pourrez créer quelque chose qui paraît très large. Et si vous n'arrivez pas à avoir cette même sensation que vous avez quand vous écoutez des titres du commerce, des trucs qui sont bien faits à ce niveau-là, c'est tout simplement parce que vous ne respectez pas ces 3 étapes ou que vous n'avez pas encore compris comment on crée vraiment de la stéréo. Et je vous garantis que si vous faites bien de la stéréo au début, en fait, les élargisseurs stéréo ne servent que très peu derrière. C'est-à-dire que avec un élargisseur stéréo, vous allez certes pouvoir peut-être élargir légèrement certaines choses ou rétrécir légèrement d'autres choses, gérer légèrement globalement la stéréo sur vos éléments, mais en aucun cas, en fait, c'est l'élargisseur qui crée la stéréo. Ok, c'est fine, ok, d'utiliser des modes stéréoize comme ça sur certains, j'en sais rien, sur une paire ou un truc ou un machin quand on mixe parce qu'on ne l'a pas fait, ou, ok, pourquoi pas. Mais en aucun cas, on se repose sur ce genre de tools, que ce soit Imager ou n'importe quel autre élargisseur stéréo, vraiment. Hein. On ne se repose pas là-dessus pour créer la stéréo de toute pièce. La stéréo, de nouveau, c'est un choix artistique, c'est un choix qui se fait à la prod, au sound design, à l'enregistrement. Une petite parenthèse aussi sur l'enregistrement. La vraie stéréo, quand on enregistre, on le décide dès le début de prendre une prise en stéréo. On met 2 micros, ok? Et ces 2 micros, devinez quoi, ils vont capter des différences de niveau, ils vont capter des différences de phase hein, et des différences de timbre. Et c'est ces éléments-là qui créent une vraie stéréo. Et donc, ce que je vous ai montré dans cette vidéo-là, c'est en gros un petit peu la même chose avec un synthé. D'accord? C'est le même principe. Notez un dernier truc, c'est que dans la vie, qu'est-ce qui fait qu'on entend stéréo? C'est qu'on a 2 oreilles. D'accord? Et ces 2 oreilles, elles captent en continu des choses différentes. Hein, quand vous avez quelqu'un qui vous parle, qui est légèrement d'un côté de votre tête, bah, concrètement, sa voix, elle arrive légèrement en retard sur mon oreille gauche si le gars est à droite, et légèrement en avance sur mon oreille droite. Donc, il y a déjà une différence de temps et de phase. Okay. Ensuite de ça, il y a une différence de niveau entre les 2 oreilles. Il y a une différence de timbre aussi, parce que ma tête va filtrer certaines fréquences, etc., etc. Vous avez compris, la stéréo, c'est vraiment des différences entre gauche et droite. Maintenant, à vous de choisir les bonnes différences que vous allez créer. En termes de différence, c'est
absolument infini. On peut créer de la stéréo de 20 milliards de façons avec littéralement tous les FX que vous avez. Vous pouvez déjà d'une part mettre un FX à gauche, un à droite et faire des différences comme ça. Que ce soit avec la satu, que ce soit avec la reverb, que ce soit avec un EQ, que ce soit avec un flunger, n'importe quoi, vous pouvez créer des différences. Ok. En sound design, c'est encore 1000 fois plus vaste. Ce qui compte, c'est de comprendre le principe et de l'appliquer comme il faut. Si vous voulez que je travaille sur votre musique, que ce soit en mix, en mastering et ou voire en coprod, voire ghost producing aussi, sachez que c'est tous des services qui sont accessibles. Vous pouvez me booker, bien sûr, en utilisant le mail ici dessous. Notez simplement qu'il y a énormément de demandes. Les réponses aux mails mettent un petit peu de temps. Je réponds à tout le monde, mais malheureusement, je suis un petit peu submergé de demandes. Donc, je travaille pas forcément avec tout le monde non plus. Et si ça vous intéresse, si vous êtes sérieux dans votre projet, que vous voulez vraiment passer au next step et que vous voulez vraiment que je police votre musique, sachez que c'est possible. Vous pouvez m'écrire un mail ici. Autrement, bien sûr, si vous voulez apprendre vous-même à faire vos mixages, vos productions, vos masters, etc., vous former avec de vrais programmes structurés, gagner énormément de temps dans votre apprentissage et aussi, bien sûr, soutenir toutes ces vidéos que je vous fais gratuitement sur YouTube, les gars, vous pouvez, bien sûr, vous former avec mes formations. Je vous mets tous les liens en dessous dans la description et aussi en commentaire. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre-là, je vous propose cette playlist. Les gens, c'était Igor Shrelit, Strop Studio. Je vous dis à plus. Ciao.